Merci beaucoup, merci Marc. Et merci alors pour l'invitation de Pétard et des collègues de l'Institut. Donc le contrat, c'est que j'essaye de parler 1 heure, pas plus. Pétard. Et donc merci d'être là pour les gens qui ont supporté la longue journée d'hier et qui ont pu se reposer un peu, j'espère, ce matin. Alors, j'ai pris au vol l'invitation à venir discuter avec vous de mon travail. Je ne vais pas proposer vraiment une conférence autour d'un thème, même si évidemment il y aura un thème central, mais voilà, comme il se trouve que je viens de terminer une thèse d'habilitation qui m'a obligé à faire à la fois un peu le tour et la synthèse des travaux faits pendant les 6 ou 7 dernières années, et essayer de mettre ça en forme en l'espèce d'un livre. J'aimerais essayer de vous proposer une espèce de compte-rendu un peu borgésien d'un livre. Imaginons que c'est un livre qui n'existe pas, mais dont je ferai le compte-rendu comme s'il avait été écrit. Il se trouve que j'ai essayé malgré tout de l'écrire, mais voilà, donc ça prendra plus la forme d'une sorte de cartographie de problèmes dans le cadre de ce que j'ai proposé pour cette thèse d'habilitation, de façon, sans absolument aucune modestie, avec beaucoup de prétention, comme un système. Bon, alors voilà, je trouvais ça plutôt amusant, vu que la démarche était plutôt tombée en désuétude, d'essayer de proposer un système, et qui est un système de pensée politique. Alors, le noyau de ce système, c'est la question des minorités. La question des minorités, ou la notion de minorité, et les fonctions, disons, qu'on fait tenir à cette notion dans l'espace contemporain, ce qui inclut à la fois l'espace des discours publics, l'espace des institutions juridiques et politiques, et aussi l'espace des pratiques militantes, ou des pratiques de lutte, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, des luttes de démocratisation. Et c'est un système qui essaye de penser la transformation, à la fois conceptuelle et politique, de cette notion de minorité en catégorie du sujet de la politique. Et c'est un travail qui part d'un constat, disons, qui est un constat contradictoire, à savoir que cette transformation de la notion de minorité en catégorie de sujet politique, cette transformation, donc, en un sens, a déjà eu lieu, et elle a déjà eu lieu depuis plusieurs décennies, je dirais au moins depuis 50 ans, et en même temps, c'est une transformation qui n'arrête pas de se refaire ou d'être à refaire en permanence. Ce qui produit une sorte de heurt entre un événement qui serait déjà passé et un événement qui est encore à venir. Et ce heurt s'avère, il me semble, pour en faire une lecture en quelque sorte un peu symptomale, dans l'insistance de cette question des minorités qui polarise très fortement des tendances par ailleurs très diverses, très hétérogènes, de la pensée politique contemporaine, et on pourrait dire de façon plus générale des sciences humaines et des sciences sociales auxquelles on pourrait joindre la pensée, dans laquelle on pourrait inclure, disons, la pensée politique contemporaine. Bon. Donc, insistance d'une même question, mais à l'intérieur de programmes théoriques très diffractés et très hétérogènes entre eux. Je ne reviens pas sur tous les signes de cette diversité, disons, et des sites à la fois épistémiques, géographiques et politiques, d'où émerge, où est élaborée cette question des minorités, ou encore une fois cette question de la transformation de la notion de minorité en catégorie du sujet politique. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de lire d'abord cette insistance même de la question des minorités comme quelque chose, comme un symptôme. Donc quelque chose qui nous dit aussi quelque chose de notre conjoncture à nous. Donc voilà. C'est l'insistance de ce questionnement, d'une certaine manière, qui m'a donné mon point de départ, ce qui fait encore une fois, donc de cette à la fois insistance et diffraction de la prise en charge. Enfin, on peut penser aux études postcoloniales, on peut penser au travail dans les gender studies, on peut penser à la manière dont la question des minorités est aussi prise en charge par différentes traditions post-marxistes, qu'elles soient gramsciennes, qu'elles soient althusserriennes, ou autres. Bon. Tous ces signes du temps, disons, je les accueille également comme des symptômes. Alors, qui seraient les symptômes de quoi? Qui seraient d'abord les symptômes d'une histoire. Bon. D'une histoire dont la situation actuelle ouvre un champ d'interprétation multiple, et donc potentiellement conflictuel. Bon. On pourrait dire surdéterminé, des interprétations surdéterminées,
Et puis, ça obligerait, alors cette lecture symptomale, disons, la question des minorités, le traitement que reçoit cette question aujourd'hui, ça conduirait à tenir pour significatif un certain état de la question du sujet politique lui-même. Bon, question du sujet politique qui, on le sait, a fait l'objet d'un travail très intense de problématisation tout au long des années 60-70, au point que beaucoup des formulations actuelles en philosophie politique peuvent s'entendre, moyennant évidemment des déplacements des référents discursifs, comme un effet après-coup d'une série d'irrésolutions ou d'impasses rencontrées par les penseurs, les philosophes des années 60-70, qui sont souvent, je ne dis pas pour tout le monde, mais souvent aussi les penseurs à partir desquels on cherche à réfléchir sur cette question du sujet politique. Bon. Donc par là, je ne veux pas du tout dire que la question du sujet politique n'a pas du tout de spécificité ou de coordonnées actuelles qui seraient propres, mais disons que, il me semble, en tout cas, ce serait une hypothèse déjà, une première hypothèse de travail, que la manière dont on pose la question du sujet politique aujourd'hui a partie liée avec une certaine conjoncture, qui est une conjoncture mondiale, particulièrement complexe, qui est cette conjoncture donc, des décennies d'après-guerre, conjoncture auquel ces recherches philosophiques des années 60-70 se confrontaient, et sous la dépendance de laquelle, cette conjoncture, nous nous trouvons encore aujourd'hui, bien que pour détourner la formule d'Arendt, comme des héritiers sans testament. Bon. En effet, alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette conjoncture? Qu'est-ce qui me paraît le plus significatif, pour le dire de façon très générale? Eh bien, c'est dans cette conjoncture que se sont à la fois noués, alliés et affrontés les grands paradigmes du sujet politique qu'avaient mobilisé les grands cycles de lutte collective des 2 derniers siècles. Pour les énumérer cum grano salis, la figure républicaine du peuple, la figure du peuple national, elle-même inséparable de ses investissements contradictoires, à la fois émancipateurs et impérialistes, à la fois démocratiques et fascistes, la figure du prolétariat, évidemment, autre nom majeur, disons, du sujet de la politique moderne, la figure des colonisés, ces colonisés dont Fanon écrivait en 1960 qu'ils sont aujourd'hui des animaux politiques au sens le plus planétaire du terme, formule magnifique, mais qu'on aurait pu appliquer évidemment aussi bien au prolétariat et aussi bien à la figure du peuple. Oui, les colonisés sont aujourd'hui des animaux politiques au sens le plus planétaire du terme. Le sujet majeur, dans mon langage un peu post-deleuzien, de la politique, ce serait désormais les colonisés. C'est dans les damnés de la Terre que Fanon utilise cette expression. Et puis, c'est en même temps, dans cette conjoncture-là, qu'émerge cette nouvelle figure d'un sujet politique essentiellement multiple, essentiellement problématique, qu'on appellera les minorités, ou, suivant une autre tradition qui passe, on le sait, par la tradition historiographique anglaise, et ensuite par l'historiographie post-maoïste indienne, les subalternes. Bon. Alors, c'est dans cette conjoncture aussi que se sont évidemment profondément recomposées les formations discursives de la critique sociale et politique, et au premier rang, la discursivité marxiste, bon, qui, qu'on le veuille ou non, et en fait, il y a beaucoup de gens qui veuillent que non, mais pour moi, c'est évidemment une pure et simple dénégation, discursivité marxiste qui polarisait encore largement les modes d'énonciation, de représentation, de problématisation des luttes collectives. Discursivité marxiste dont il faut rappeler que le succès a toujours été paradoxalement indissociable de ses héritages multiples et conflictuels, ce qui veut dire à la fois clivé et clivant. Je veux dire que ce sont ces clivages internes qui ont permis, pendant près d'un siècle, de développer des critiques marxistes du marxisme, et qui a permis donc, malgré tout, de continuer à employer ce référent politique, ou du moins à se positionner par rapport à lui, qu'on y souscrive ou pas, jusqu'à un certain point, qui je crois effectivement, c'est un peu une trivialité de le dire, mais est précisément le point de ce qui advient dans les années 60-70, jusqu'à un point donc d'éclatement et de dissémination, rendant de plus en plus compliqué l'autoréférentialité, fût-elle critique ou fût-elle dissidente, du marxisme. Je veux dire, donc, rendant de plus en plus impossible, en fait, des critiques marxistes du marxisme. Critiques marxistes du marxisme. Et rendant aussi, dans l'aggravation de la crise du mouvement ouvrier qui s'était amorcée avec la Grande Guerre et avec la défaite
face au fascisme dans l'entre-deux-guerres, rendant de plus en plus intenable l'identification du sujet de la politique que le mouvement ouvrier avait cru pouvoir garantir dans la figure d'un prolétariat révolutionnaire censé se constituer dans la dialectique des mouvements de masse et des antagonismes de classe. Bon. Alors évidemment, c'est dans la conjoncture des années 60-70 qu'a été lancé en même temps le slogan dit postmoderne de la fin des grands récits, qui a eu à sa manière une façon de reconnaître, mais pour aussitôt l'obscurcir, une dimension du problème dont je pars. Si par la fin des grands récits, on voulait entendre le reflux d'un certain nombre d'énoncés dans lesquels le sujet de la politique avait été nommé, avait été désigné, ou avait été invoqué, ou interpellé, c'est sans doute une remarque juste, mais c'est en même temps une évidence d'une banalité complètement désarmante, une banalité qu'on ne pouvait dépasser qu'à la condition de relancer des analyses à la fois historiques et conceptuelles pour savoir qu'est-ce qui avait pris fin exactement dans cette fin des grands récits. Bon. Donc à la condition de déterminer exactement ce qui est censé avoir pris fin à ce moment-là, et si tout a pris fin exactement dans le même sens. De quoi parle-t-on? On parle d'abord, à l'évidence, de certaines grandes idéologies de masse, qui étaient d'abord les idéologies de masse qui avaient supporté les luttes d'émancipation en Europe et dans le monde entier pendant près de 2 siècles. Bon. Mais dans ces grandes idéologies de masse, il faut inclure également les grandes idéologies du bellicisme européen, des affrontements nationalistes, des conquêtes impérialistes, dont on n'est pas sûr, évidemment, qu'elles aient pris fin, ces grandes idéologies, dans cette fin des grands récits. Et puis, il serait question de savoir aussi si on prit fin ici, parce que tout ça s'imbriquait dans les mêmes formations discursives, c'est ça que le phénomène intéressant, important. Est-ce qu'avaient pris fin les constructions théoriques majeures qui tentèrent de décrire les articulations fondamentales de l'espace politique moderne, d'analyser la nature des rapports de force qui s'y développent historiquement, et en somme de déterminer les objectifs immédiats et les finalités dernières de l'agir politique. Bon. Alors, tout ce que je dis là, évidemment, un constat auquel je pense on pourrait souscrire assez facilement, mais ça implique du même coup de tenir une exigence de méthode, bon, et qui est, alors dans ce livre imaginaire que je suis en train d'annoncer, une exigence de méthode tout à fait élémentaire, qui poserait qu'il n'y a pas de questionnement possible sur la subjectivation politique sans une généalogie critique des discours, des représentations, des concepts dans lesquels se sont construites et déconstruites, à travers une série de conjonctures, ces grandes figures du sujet de la politique ou des sujets des luttes de démocratisation, en entendant par le terme de figure quelque chose d'essentiellement hybride, confère ce que je viens de dire sur le fait que c'est dans les mêmes formations discursives que se sont développées les grandes idéologies de masse et les élaborations philosophiques de l'espace politique et de l'agir politique. Bon. Donc des figures qui du coup sont essentiellement hybrides, qui sont à la fois des concepts et des noms propres, ou qui sont à la fois des notions et des points d'interpellation, ou qui sont à la fois des modes d'individuation collective et des signifiants maîtres. Ce que sont effectivement le peuple, la nation, le prolétariat, les colonisés, le tiers-monde, sont à la fois des concepts et des signifiants maîtres, ou des appareils à interpeller et à constituer des sujets collectifs. Bon, alors, c'est tenir du coup comme exigence qu'il est indispensable, pour penser le sujet politique aujourd'hui, de considérer les crises irréversibles traversées par ces différentes figures du sujet de la politique, la façon dont ces figures sont elles-mêmes entrées en crise à travers ces différentes conjonctures. Bon. Pour le dire autrement ou à l'inverse, ça serait réclamer de ne pas dissocier le problème du sujet de la politique de l'historicité des concepts, des instruments conceptuels qu'on utilise pour poser ce problème lui-même, en tenant compte de la complexité de l'histoire à laquelle on a affaire. C'est-à-dire qu'il y a une histoire à la fois théorique, bien sûr, mais en même temps toujours intriquée à une histoire sociale, économique, politique, idéologique, qui oriente ou qui préoriente les significations conceptuelles, qui les fait bifurquer ou qui les bouleverse en fonction de ces différentes conjonctures historiques qui ont été traversées. Ce qui revient à dire, et c'est une manière de formuler le travail qui avait été fait au moment où on y participait avec Igor il y a quelques années, le travail fait dans le groupe de recherche matérialiste, dont je synthétiserai la thèse en fait sous-jacente. Les concepts qu'on manipule en philosophie politique ont une mémoire, seulement cette mémoire n'est jamais purement conceptuelle.
Bon. Ce qui veut dire que les concepts de la pensée politique ne sont jamais purs, et ne sont jamais purement philosophiques, et que c'est justement leur impureté spécifique qui doit être analysée. Et ce qui pourrait définir, d'une certaine manière, la position matérialiste dans la pensée politique, et qui serait la position qu'il s'agirait de défendre dans ce livre imaginaire dont je m'apprête à faire en quelque sorte, à vous dire le plan, hein, ou encore une fois la cartographie des problèmes. Bon. Et donc, ce qui serait en jeu ici, hein, ou ce que j'exprime comme analyser l'impureté des concepts que nous manipulons aujourd'hui, hein, ça reviendrait, hein, à poser en même temps cette hypothèse généalogique, qui est une hypothèse en fait d'une sorte de généalogie négative. Ça serait l'hypothèse selon laquelle la figure paradoxale d'un sujet politique mineur, hein, ou cette tentative, encore une fois, aussi insistante et aussi multiple dans ses formes de prise en charge théorique. Hein. Mais ce problème pour transformer une notion de minorité en catégorie du sujet politique, hein, donc à travers son insistance et sa disparité, cette figure-là, on pourrait considérer qu'elle polarise autant la pensée politique contemporaine, précisément parce que s'y condensent à la fois les apories internes aux différents concepts de la politique de démocratisation par le bas et les crises traversées historiquement par les figures majeures de son sujet, dont la figure des minorités se verrait chargée d'occuper tant bien que mal, et peut-être même impossiblement, les différentes places. C'est précisément quand le peuple manque, ou que le prolétariat devient insaisissable, ou que les colonisés font place à des subalternités exclues de la décolonisation elle-même, ou quand des subalternités sont soumises à des formes de néocolonialité intérieure, qui fait qu'elle condense finalement l'interminable d'une colonialité postcoloniale, que, effectivement, les minorités seraient d'une certaine façon sommées, théoriquement, d'occuper la place du sujet de la politique. Bon. Alors, ce travail ou cette hypothèse-là, hein, je dirais cette hypothèse de généalogie négative, elle ne vient pas de nulle part pour moi. Elle vient de la lecture privilégiée faite d'un corpus philosophique qui précisément s'est développé dans les années 60-70 et auquel la formule que je viens d'utiliser, le peuple manque, fait évidemment écho, et qui est le travail effectué par Deleuze avec Guattari dans les années 70. Bon. Et donc je voudrais juste dire, disons, l'esprit. Bon, ou l'inspiration, et bon, c'est aussi une manière pour moi de prendre position d'une certaine façon par rapport aussi au travail fait par Maurizio, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, et comme il y en a été question pas mal hier, et pour cause, c'était au cœur des discussions qu'on avait sur la dette, je voudrais simplement dire l'esprit du travail que j'ai fait sur Deleuze et Guattari, non pas du tout pour voilà, c'est pas pour me mettre en avant, mais c'est une démarche singulière dont je dois avouer que j'ai pas beaucoup d'interlocuteurs, ce qui est toujours un peu frustrant. Et voilà, on va essayer de formuler simplement ce qu'il s'agissait de faire dans ce travail sur Deleuze et Guattari qui a occupé mes 15 dernières années. Bon. Et donc c'est ça, hein, Ivan, dans le livre que je viens de te passer, dont il est finalement question. Bon. C'est une lecture de Deleuze et Guattari, et vous verrez donc comment, pour moi, tout ça est au point de départ de ce type de questionnement sur les minorités, qui est un questionnement qui n'est pas deleuzien. Hein. Mais pour moi, qui est appelé par une certaine lecture du travail de Deleuze et Guattari. Bon. Alors, je dirais, voilà, la façon la plus schématique possible. J'essaye de lire les textes de Deleuze et Guattari dans les années 70 d'une manière symptomale, donc d'une manière absolument non deleuzienne, en ce sens-là. On pourrait dire d'une manière althusérienne, en tenant compte de deux choses, en essayant de comprendre la pensée de Deleuze et Guattari comme un certain symptôme de ce qui se passe dans cette conjoncture des années 60-70, et aussi en faisant une sorte de lecture symptomale au carré, ou redoublée, en m'intéressant à la façon dont Deleuze et Guattari sont lus aujourd'hui, ou ne sont pas lus aujourd'hui. Et je trouve que tous les penseurs contemporains avec lesquels je travaille, bon, soit par des dialogues directs, et c'est essentiellement le cas avec Étienne Balibar, soit par des dialogues indirects, c'est le cas avec Laclos ou Rancière. Bon. Ça m'intéresse beaucoup, par exemple, le fait que Balibar et Laclos privilégient dans leur travail les apports de Foucault et de Derrida. Bon, mais que d'une certaine manière, le rapport à la fois de Deleuze avec Foucault et avec Derrida n'est pas du tout clarifié aujourd'hui. Bon, il est même très confus, je trouve encore. Ça m'intéresse beaucoup d'observer que Rancière retient chez Deleuze essentiellement ses textes esthétiques,
C'est très intéressant aussi également que Badiou se montre aussi incapable de lire la philosophie de Deleuze, hein, et qu'avec la clameur de lettres, il se soit livré à une sorte de falsification absolument géniale, hein, qui lui permettait d'occuper, disons, dans le champ intellectuel la place à la fois du continuateur de Deleuze et du dispensateur de Deleuze, assignant la philosophie deleuzienne à une ontologie, mais une ontologie elle-même rendue d'autant plus nécessaire qu'elle devenait dispensable, hein, comme une sorte d'inexistant heureusement supplémenté par le platonisme du multiple, dont Badiou lui-même faisait au même moment la théorie. Hein. Donc c'est tous ces effets de non-lecture ou de lecture biaisée qui, évidemment, là aussi permettent une lecture symptomale, d'une certaine façon de... Je crois ce qui s'est joué dans ce corpus ou cette tentative philosophique là. Bon. Alors, pour revenir le plus rapidement possible à ma question des minorités, je donnerai deux illustrations de cette lecture symptomale de Deleuze et Guattari, cette fois-ci dans leur temps. La première touche la question de la théorie de l'État, et la seconde touche la question précisément des minorités chez Deleuze et Guattari. Le premier point touche à l'étonnement surinvestissement philosophique que Deleuze et Guattari ont fait de la théorie de l'État, qui contraste à peu près avec tout ce qui se fait à l'époque dans le champ philosophique, qui contraste en premier lieu, on pourrait dire, avec un Foucault, par exemple, dont pourtant on rapproche très souvent leur microphysique du pouvoir, hein, et qui contrasterait avec ce que Foucault lui-même entendait critiquer, aussi bien comme un statocentrisme épistémologique que comme un statocentrisme stratégique. C'est évidemment, de la part de Foucault lui-même, quelque chose de très ironique, parce qu'il entendait par là se démarquer du marxisme, alors qu'on trouverait dans le marxisme, évidemment, des élaborations tout à fait conséquentes pour justement se décentrer par rapport au statocentrisme à la fois stratégique et épistémologique. Bon, évidemment, sous des formes, à chaque fois, de marxisme dissident par rapport aux expériences du socialisme réel. Et puis, remarque ironique, d'une certaine façon, de Foucault, puisque au moment même où il critique le statocentrisme du marxisme, les marxistes eux-mêmes étaient en train de débattre de l'absence de théorie de l'État dans le marxisme, et le ressentaient comme un manque, hein, confère les grands débats qui ont lieu en Italie à partir des années 75-76, sous l'interpellation de Bobbio, bon, et qui avait aussi bien intéressé Althusser que Balibar ou que Poulantzas. Bon. Alors, je ne sais pas, ça pourrait être un objet de discussion tout à l'heure. Ce serait intéressant de savoir, est-ce que les choses changent en ce moment de ce point de vue-là? Est-ce que ce qui était perçu au milieu des années 70, soit comme une sorte d'excès de théorie de l'État, soit au contraire comme un manque de théorie de l'État, hein, apparaît encore aujourd'hui comme tel. Moi, j'ai la naïveté de penser qu'on manque d'une théorie de l'État. Bon. On manque d'une théorie consistante de l'État. Je trouve significatif que, par exemple, on ait réédité, alors je parle là évidemment de mon petit point de vue très franco-français, mais qu'on ait édité récemment les cours au Collège de France de Bourdieu sur l'État, bon, espèce de cours somme, mais que parallèlement, on continue à ne pas lire le travail de Poulantzas. Il paraît une des plus grandes entreprises de théorisation systématique de l'État, qui s'écoule sur plus d'une décennie, et qui reste relativement, enfin Poulantzas reste une figure relativement marginale des débats en philosophie politique contemporaine. Alors, pour condenser sur ce point-là, ce que je pense qu'on peut lire chez Deleuze et Guattari, enfin c'est ce que j'ai essayé de développer dans Deleuze et l'Anti-Oedipe et ensuite dans Politique et État. J'ai essayé de montrer que chez Deleuze et Guattari, la théorie de l'État vient occuper en fait deux fonctions que, en même temps, Deleuze et Guattari tendent à faire fusionner. Bon. Ce qui, d'une certaine manière, fait porter à la question de l'État chez eux quelque chose qu'on retrouverait chez Marx dans le concept de travail. Vous allez voir, c'est un peu bizarre comme opération, mais j'ai l'impression que c'est ça qui se passe. La première fonction est la suivante. D'un côté, l'État leur sert à opérer une sorte de surcroît de matérialisme dans la pensée politique. Puisque Deleuze et Guattari relèguent au second plan les problèmes classiques de l'articulation étatique du droit et de la force, ou encore des mœurs et de la loi, ou du consentement et de la violence, ou en termes marxistes de l'appareil idéologique et de l'appareil répressif, pour privilégier, ce que font Deleuze et Guattari, d'emblée, le problème de la structuration matérielle qu'induit la forme État, en l'espèce d'une sorte d'économie étatique dont le paradigme de l'État asiatique va fournir chez eux le fil conducteur, mais qui a pour conséquence chez eux, ou pour revers, l'idée d'une sorte de minimum incompressible d'étatisation d'un mode de production quelconque. Autrement dit, c'est réinterroger chez eux, simultanément, et les présupposés de l'analyse de l'accumulation du capital
et de ces tendances contradictoires jusque dans la phase néolibérale, dont ils sont un des premiers, enfin, parmi les premiers à diagnostiquer dès le début des années 70 les premières tendances d'hégémonisation. On est au moment, évidemment, déjà des crises, une première crise monétaire dans les formes qu'elles prennent après-guerre, au début des années 70, et le problème des instruments conceptuels de la critique de l'économie politique. Autrement dit, on a chez eux l'idée que les concepts même de la critique de l'économie politique, que l'on en donne une genèse logique ou une genèse historique, qu'on tente de faire les deux, comme Marx l'a fait dans Le Capital, non seulement sont inscrits dans un point de vue de classe, sur des termes d'antagonisme de classe, mais sont toujours inévitablement marqués par l'État. C'est-à-dire qu'on a une sorte de supposition étatique de la possibilité même d'une critique de l'économie politique. Et ça apparaît très bien chez eux dans deux lieux privilégiés. D'une part, la supposition d'une économie de la dette, je ne viens pas parce qu'on en a parlé beaucoup hier, économie de la dette dont la fiscalité étatique et les luttes pour contrôler l'appareil fiscal, ou les circuits de la fiscalité, sont la pierre de touche. C'est bien qu'en fait l'analyse de la forme monnaie, de la forme marchandise, sont chez Deleuze et Guattari eux-mêmes subordonnés en fait, au mécanisme de la dette comme opérateur d'assujettissement à l'État. Et d'autre part, supposition, là aussi supposition de notre conceptualité même de critique de l'économie politique, supposition d'un investissement territorial ou d'une territorialisation du pouvoir d'État. Par quoi Deleuze et Guattari, en fait, anticipe de près de 30 ans le travail d'un David Harvey, par exemple. Même si le travail de David Harvey lui-même remonte assez tôt. Corrélativement, et c'est le deuxième aspect, la théorie de l'État fonctionne chez Deleuze et Guattari sur un tout autre plan, on pourrait dire anthropologique. C'est-à-dire que la question de l'État intervient chez eux comme une sorte de supplément de l'anthropologie même, au sens déridien. La théorie de l'État, à la fois s'ajoute au discours anthropologique, mais pour en suppléer le manque, ou pour en suppléer l'absence, ou pour tenir lieu en quelque sorte d'anthropologie. Et là aussi, mais cette fois à travers une lecture de Nietzsche plutôt que de Marx, la double question de la terre et de la dette, ou de la territorialité et de la dette, ordonne, dès l'anti-Oedipe, le problème anthropologique de l'humanisation de l'humain. De là encore, on peut tirer une double conséquence qui concentre, je crois, les difficultés auxquelles se heurtent les efforts faits pour tirer quelque chose comme une politique de l'œuvre de Deleuze et Guattari, pour essayer de trouver une traduction politique de cette œuvre-là. D'une part, la critique politique de l'État capitaliste rejoint immédiatement chez eux une critique de la forme État comme telle, ce qui permet effectivement une lecture anarchiste de Deleuze et Guattari, qui me paraît une lecture inexacte du point de vue des textes, mais qui trouve dans cette difficulté-là, ou dans ce court-circuit critique de l'État capitaliste, critique de l'État comme tel, d'une certaine façon, sa raison, sa justification. Donc effectivement, on peut faire une lecture anarchiste de Deleuze et Guattari de ce point de vue-là. Et d'autre part, cette critique de l'État se double systématiquement chez eux d'une remise en cause de l'anthropologique comme telle, ou de sa strate, ou des différences, ou des coupures internes qui sont inséparables du discours anthropologique, qui repose toujours sur un discours du partage entre ce qui entre et ce qui en est exclu, ou de l'humain et du non-humain, etc. Et in fine, le thème des devenirs mineurs ne conjoint ces deux aspects-là quand les hyperbolisants, d'un côté, écriront Deleuze et Guattari, on voit mal ce que pourrait être un état des minorités, par exemple un état des femmes, ou un état des travailleurs précaires, ou un état du refus, ce qui intéresse beaucoup Maurizio, par exemple, cette question du refus du travail. Mais de l'autre côté, les devenirs femmes, les devenirs noirs, les devenirs enfants, renvoient eux-mêmes à des devenirs animaux ou des devenirs moléculaires qui fractalisent aussi bien les contours que les divisions internes de l'anthropos, et qui, en fait, rendent impossible, en fait, un discours anthropologique. Bon. Et par là, on pourrait réinterpréter une suggestion qu'avait fait Étienne Balibar, de lire l'opposition entre une stratégie majoritaire, que Balibar, lui, illustre, par exemple, de la position de Laclos, et d'une stratégie minoritaire, dont Deleuze et Guattari tenteraient une première formulation, comme une antinomie de la civilité anti-étatique. Et en effet, c'est très suggestif de le lire comme ça, mais à la condition, j'ajouterais, de resserrer le nœud éminemment problématique sur ce qui, chez Deleuze et Guattari, peut encore valoir comme une stratégie tout court. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Deleuze et Guattari pensent les devenirs mineurs, c'est très difficile de comprendre exactement quel type de stratégie politique on pourrait en tirer. Deuxième exemple de lecture symptomale, et celle-là elle va nous ramener directement à la question des minorités,
Elle part du constat tout à fait simple et là aussi trivial de l'importance donnée par Deleuze et Guattari à la question des minorités, dont le constat est fait par tout le monde et n'a aucune originalité en soi. Simplement, le plus souvent, on lit cette focalisation-là de la pensée politique de Deleuze et Guattari sur la question des minorités, je dirais sous une forme expressive. La pensée de Deleuze et Guattari exprimerait quelque chose de leur temps, à savoir l'essor, tout à fait évident, des nouvelles luttes qui émergent dans les années 60 et auxquelles, effectivement, Deleuze et Guattari prêtent une attention continue. Bon. Anticipant des observations qu'on a pu faire depuis, conduisant à conclure que le statut de minorité est devenu une sorte de maillon faible où se condensent aujourd'hui les principales tensions qui traversent les États-nations contemporains, qui traversent les institutions de la citoyenneté, qui traversent les luttes permanentes pour y conquérir l'égalité des droits, qui traversent tous les mécanismes de régulation des conflits sociaux et de reproduction des inégalités économiques, sexuelles, raciales, de classe. Tout cela faisant des luttes des minorités l'un des lieux, sinon le lieu décisif où se joue l'institution de la démocratie ou l'institution de la citoyenneté comme telle. D'où le paradoxe que pensent beaucoup de nos contemporains. Par un singulier retournement, les minorités, qui désignaient classiquement l'autre du peuple, seraient venues donner aujourd'hui au sujet majeur de l'espace politique moderne son nouveau nom. Les minorités seraient en quelque sorte le peuple du peuple ou la nouvelle classe universelle. Bon. Ou l'agent réel, disons, de l'invention de la démocratie. Bon, de mon côté, il m'apparaît beaucoup plus instructif de pointer les significations complètement contradictoires, en fait, que Deleuze et Guattari font porter à cette question des minorités. D'où, là aussi, la nécessité d'une lecture symptomale, et qui se traduit dans le texte de Deleuze et Guattari sous forme d'énoncés antinomiques ou sous forme de fuite en avant, sous la forme d'énoncés limites ou d'énoncés hyperboliques, qui sont d'autant plus intéressants qu'ils sont pris à la lettre, littéralement intenables. Bon. C'est pour ça que j'arrive pas du tout à dialoguer avec les guattaro-deleuziens, en tout cas en France, parce qu'ils prennent à la lettre, sans voir que c'est des énoncés qui sont intéressants précisément parce que c'est des énoncés excessifs, et donc qui sont, là aussi, qui ont valeur de symptômes, qui nous apprennent beaucoup plus que ce qu'en dit, disons, la lettre manifeste. Exemplairement, quand par exemple Deleuze et Guattari projettent une sorte de tendance, qui serait la tendance de notre temps, d'un devenir minoritaire de tout le monde, comme selon leur expression, tendance donc d'un devenir minoritaire de tout le monde qui constituerait les prémices d'un nouveau type de conscience politique, voire d'une nouvelle subjectivation révolutionnaire, cette affirmation-là, ou cette tendance qu'ils diagnostiquent, est sans cesse contrecarrée et contredite par leurs propres analyses des stratégies politiques et économiques qui, tout à la fois, généralisent et hétérogénéisent les situations de minorité. La conclusion, ou l'effet de cette contradiction-là, c'est que le concept de minorité, chez eux, ne cesse d'osciller entre, d'un côté, le signifiant flottant d'une cause commune, et de l'autre, le concept d'un nouveau référentiel de la politique capitaliste, disons, au niveau duquel se négocient les réarticulations sociales libérales et néolibérales entre pouvoir d'État et stratégie du capital. Oui. Vous pouvez revenir sur quoi cette oscillation ? Oui, oscillation d'un côté entre en fait deux statuts du concept de minorité, que eux-mêmes d'ailleurs essayent de bien distinguer, mais c'est une distinction évidemment qui est verbale, ou qui est purement conceptuelle, disons, pas simplement verbale, purement conceptuelle, entre les minorités et le devenir mineur. Bon. Et donc à chaque fois qu'on discute de ça avec des deleuziens, ils disent « Oui, mais ça n'a rien à voir, parce que d'un côté il y a les états de minorité, puis de l'autre côté il y a les devenirs mineurs. » Bon. Ben, évidemment, s'ils utilisent le même signifiant, c'est qu'il y a bien quelque chose qui se noue de l'ordre d'une disjonction inclusive, en fait, entre les deux. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? On a d'un côté le devenir mineur comme signifiant d'une cause commune, et même qui serait la nouvelle cause universelle. Donc ça, c'est la projection de la tendance comme devenir minoritaire de tout le monde, et qui est une nouvelle figure de la prolétarisation, en réalité, pour moi. D'une certaine façon, c'est exactement ce que décrivent Deleuze et Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste. Le prolétariat définissant exactement le devenir mineur, d'une certaine façon. Cette forme de soustraction, comme ça, par rapport à toutes les coordonnées identitaires objectives de la société capitaliste. Et de l'autre côté, tu as toutes les analyses que Deleuze et Guattari développent, alors je pense en particulier au 13e plateau, des nouvelles formes de gouvernementalité capitaliste,
autour de la distinction entre adjonction et soustraction des axiomes qui permettent de réguler à l'intérieur de l'État capitaliste les flux marchands, les flux de production et les flux populationnels. Bon. Cette disjonction entre adjonction et soustraction d'axiomes recouvrant, à mon sens, la disjonction entre les deux grandes stratégies capitalistes qui sont en train de se combiner ou se recombiner à l'époque. On pourrait dire la stratégie social-libérale, procédant par adjonction d'axiomes, qui est la tentative d'intégration des flux populationnels dans les institutions des régulations d'État, et la soustraction d'axiomes, qui serait la tendance néolibérale, consistant à déréguler non seulement les flux capitalistiques, mais les flux populationnels eux-mêmes. Et donc à désinstitutionnaliser, par exemple, les surpopulations relatives, en les traitant comme des surpopulations absolues, et même en tendant à traiter, y compris la population active prise dans le rapport salarial, en fait déjà comme une surpopulation relative. Et dans ces analyses-là, alors Deleuze, évidemment, analyse les minorités complètement autrement. Les minorités comme des productions de pouvoir, comme des manières dont les États capitalistes fabriquent de la minorité. Bon. Évidemment, si on tient l'indissociabilité de ces deux aspects-là, on a une unité des contraires, mais qui est intéressante comme unité des contraires. Dès qu'on perd de vue cette unité des contraires-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, oui, mais les États de minorité, c'est effectivement des agencements de pouvoir contemporains, et de l'autre côté, on héroïse le devenir mineur, et on fait effectivement des minorités entendues en un tout autre sens, c'est-à-dire qu'on joue d'une amphibologie implicite, on fait des minorités les sortes de champions ou des héros de la politique contemporaine. Il y a une espèce de court-circuit absolument catastrophique du point de vue politique, où on localise au même endroit les gens les plus exposés à la violence contemporaine et les gens dotés de la plus grande capacité d'intervention politique. Ce qui est très joli théoriquement, mais ce qui se confirme évidemment nulle part dans l'espace politique. Donc ça me paraît beaucoup plus intéressant de ce point de vue-là, tu vois, d'en faire une lecture beaucoup plus tendue, beaucoup plus dialectique peut-être en un sens, mais voilà, qui tient le caractère objectif de cette contradiction, là. C'est plus clair formulé comme ça? D'accord. Alors, bon, alors je ne reviens pas, mais Marc vient de traduire cet article-là, mais c'était dans ce sens-là que j'essayais de lire les minorités chez Deleuze et Guattari comme une manière pour eux de réécrire, avec évidemment toutes sortes de déplacements, et de réécrire malgré tout quelque chose de l'ordre d'une théorie de la prolétarisation. Et avec aussi toutes les difficultés que pose la théorie du prolétariat ou du devenir sujet révolutionnaire, disons, dans la tradition marxiste, enfin, depuis les énoncés canoniques du Capital. Dernière chose que je voulais dire à partir de Deleuze et Guattari, et comme ça, à partir de là, je pourrais très rapidement, parce que je ne veux pas vraiment parler plus d'une heure, mais disposer un peu la cartographie du travail que j'ai essayé de faire dans ce livre imaginaire-là. Ah oui, non, j'ai oublié de dire le titre, qui s'appelle Cause mineure. Bon, c'est pour la... dernière remarque, à propos de Deleuze et Guattari, là aussi, ça touche d'une certaine manière une lecture symptomale, et puis ça touche aussi la question de la conjoncture, ou la façon dont on pense l'inscription de sa propre pensée politique dans la conjoncture dans laquelle on est prise. Et c'est très difficile, je pense, de penser la conjoncture actuelle, ou n'importe quelle conjoncture dans laquelle on se sent pris, sans penser cette conjoncture dans des cycles. C'est-à-dire que c'est toujours des conjonctures multiples, parce qu'on peut inscrire notre présent dans des historicités, et donc dans des conjonctures multiples. On n'est jamais pris dans une seule conjoncture. Mais, par exemple, personnellement, je pense qu'on est à la fois actuellement dans une conjoncture qui s'est ouverte au début des années 70 avec les transformations du capitalisme mondial permettant notamment de négocier les indépendances ou les luttes de décolonisation, mais on est en même temps dans une conjoncture qui s'est ouverte avec la défaite du mouvement ouvrier révolutionnaire face au fascisme dans l'entre-deux-guerres, et on est en même temps dans une conjoncture qui s'est ouverte avec la Première Guerre mondiale, où apparaît justement dans le discours du droit international le concept de minorité comme catégorie juridique, etc., etc. Donc on est dans plusieurs conjonctures à la fois. Alors comment ça s'inscrit ça dans le texte de Deleuze et Guattari? Ça s'inscrit précisément dans la formule du peuple qui manque. Ça s'inscrit dans la formule du peuple qui manque, dont on remarque souvent dans les commentaires qu'elle revient de façon quasiment obsessionnelle sous la plume de Deleuze à partir de la première moitié des années 70,
mais dont on peut ajouter aussi, du point de vue toujours d'une lecture symptomale, qu'elle revient jamais avec la même dramatisation de la formule, on pourrait dire en termes deleuziens. Très concrètement, Deleuze l'emprunte une fois à Paul Klee, et Paul Klee utilise cette expression-là dans une conférence qu'il fait en 1921 ou 1922 pour mentionner un événement qui est bien précis, qui est pour mentionner l'écrasement du prolétariat allemand qui met fin à la brève expérience de la Révolution de novembre et de la République des Conseils. Bon. Et donc quand Paul Klee dit le peuple manque, c'est pas n'importe quel peuple. C'est le prolétariat révolutionnaire dans le pays alors doté de la classe ouvrière la plus puissante en Europe. Quand Deleuze reprend la formule pour l'attribuer cette fois-ci ou pour la tirer moyennant une petite déformation des signifiants du journal de Kafka, évidemment, c'est un tout autre peuple qui manque, ou c'est une autre dramatisation de la formule, et là, ça concerne la question des minorités nationales dans l'Empire austro-hongrois déliquescent, et qui pose déjà la question que reposera Hannah Arendt à la fin de l'impérialisme, à savoir le problème des minorités comme problème immédiatement européen, qui émerge, donc un problème qui n'est pas du tout un problème national, qui est un problème d'emblée dans son apparition de la constitution de l'Europe autour de l'identification citoyenneté-nationalité, ou de la fusion du statut du sujet politique et de l'appartenance nationale. Bon. Et Deleuze de refaire intervenir encore cette formule dans un autre contexte, lorsque dans ses livres sur le cinéma, il se référera ou il fera allusion par exemple à Walter Benjamin. Bon. Donc on a là toute une stratification de cette formule, désignant l'absentement du sujet de la politique, mais qui inscrit, encore une fois, l'interprétation qu'on peut en donner aujourd'hui, à en fait l'effacement, donc ça renvoie à ce que je disais au début, l'effacement de différentes figures du sujet majeur de la politique. Effacement du prolétariat, effacement du peuple national, effacement aussi, puisque Deleuze reprend encore la formule en ce sens-là, effacement du peuple du tiers-monde, c'est aussi l'utilisation qu'en fait Deleuze dans l'image-temps, lorsqu'il dit c'est dans les pays colonisés ou anciennement colonisés qu'on est en état de voir que le peuple manque, le sujet politique manque, et donc il est inventé, bien sûr, sous la version positive, c'est dire bon, il faut réinventer quelque chose du sujet de la politique, et que Deleuze là développe toute sa réflexion sur le cinéma des minorités, justement, sur le cinéma du tiers-monde. Bon. Alors, voilà, les questions, ou disons, les questions que j'essaie de soulever dans ce livre-là, c'est ça. Ça serait une certaine manière de tenter de démêler, en quelque sorte, la surdétermination de cette formule du peuple qui manque. Et de comprendre les différentes... Alors, ça implique différentes choses. Ça implique donc ce que je disais tout à l'heure en l'espèce d'un programme généalogique. C'est comprendre les conjonctures à travers lesquelles se sont effondrées, ou sont, pour le dire peut-être sur un ton moins catastrophique ou moins mélancolique peut-être, en tout cas, les différents processus et les différentes conjonctures à travers lesquelles les sujets, les différents noms du sujet majeur de la politique sont devenus pour nous aujourd'hui à la limite indisponible, ou en tout cas relativement difficile à utiliser. Et ça vaut aussi bien pour le concept de prolétariat, pour le concept de peuple. On le voit très bien en France, par exemple, avec la constitution de la formation du Front de gauche, qui se réclame à la fois des mouvements latino-américains et en même temps d'une affinité ou d'une fraternité avec le mouvement Syriza en Grèce, et qui suscite énormément de crispation en son sein même, ne serait-ce que par l'utilisation du signifiant du peuple, qui pour beaucoup de gauche ou de mouvements on va dire d'extrême gauche qui s'associent par bien des points ou ponctuellement sur tel ou tel front au front de gauche, disent on ne peut plus utiliser ce terme-là, ce nom du peuple, parce que c'est le nationalisme, parce que c'est... Non, mais on pourrait dire oui, mais le peuple c'est aussi justement les luttes de libération nationale dans l'économie. Bon. Alors donc, le premier aspect, ça serait ça, faire la généalogie des différentes formes d'effondrement ou des différentes formes d'indisponibilité des sujets majeurs de la politique. Et puis ça serait, du même coup, analyser la surdétermination de cette formule « le peuple manque ». Ses multiples sens. Bon. Et puis ça serait donc corrélativement, troisième aspect, essayer de comprendre les différentes significations ou les différentes attentes qu'on met dans le concept de minorité
qu'on essaie de transformer en catégorie du sujet politique, et en faisant des minorités, des luttes minoritaires, ce dont par ailleurs je suis aussi convaincu, les noyaux de subjectivation de la politique de démocratisation ou de libération, suivant la terminologie qu'on veut adopter. Alors, comment faire pour adopter ces choses-là? Alors je peux dire déjà ce que ça exclut. Ça exclut de disposer dans un système quelque chose comme une unification de la politique et du sujet de la politique en un sens univoque, pour les raisons que je viens de donner. Ça veut dire qu'il faut réussir à tenir un espace théorique et à imaginer un espace théorique où on pourrait tenir à la fois la multiplicité des figures de la subjectivation politique et donc la multiplicité des concepts de la politique qu'on manipule. Et c'est pourquoi l'espace de théorisation politique qui me paraît le plus intéressant de ce point de vue-là est celui qu'a ouvert Balibar dans un texte qui me paraît absolument matriciel pour poser les problèmes comme je suggère là, qui est le texte de 1995 repris en introduction de La crainte des masses, émancipation, transformation, civilité. Pourquoi? Parce que Étienne, dans ce texte-là, essaye de faire quoi? Il essaye de tenir quelque chose comme une topique de la subjectivation politique. Ce que je trouve un geste théorique génial. C'est-à-dire, ça implique d'abord de considérer qu'il n'y a pas de pensée du sujet de la politique sans un certain concept de la politique. Simplement, on est obligé de manipuler pour affronter les problèmes contemporains plusieurs concepts de la politique simultanément, qui définissent des formes de subjectivation politique et des manières de penser et de pratiquer la subjectivation politique hétérogènes entre eux. Bon. Si bien qu'on a affaire à un espace où, d'une certaine manière, chacun des concepts de la politique sont incomplets, mais les problèmes ou les apories ou les impasses que rencontre chacun de ces concepts, qui sont donc à chaque fois une certaine écriture de la politique et des problèmes qu'on rencontre, ne peuvent être abordés ou affrontés qu'en se déplaçant sous un autre concept, et donc dans une autre écriture de la politique. Les problèmes qu'on rencontre ou les points aveugles qu'on rencontre dans la politique d'émancipation ne peuvent être pensés qu'en se déplaçant, par exemple, sous le concept de transformation, de la politique comme transformation ou de la politique comme civilité, comme dit Balibar. Et inversement, il y a des points aveugles dans la politique pensée, dans l'écriture de la politique comme transformation, qui rencontrent des apories qui ne peuvent être pensées qu'en se déplaçant sous l'écriture de la politique comme civilité ou comme émancipation. Alors, la petite subtilité, j'espère pas complètement sophistique, mais forcément un peu sophistiquée pour le coup, que j'essaie de mettre là-dedans, c'est d'essayer pour quand même tenir ma question du peuple qui manque, c'est de réécrire en fait la topique de Balibar à partir d'une topologie lacanienne. Bon, et en utilisant la topique, en fait, en utilisant ce qui paraît opératoire, alors évidemment c'est pas pour des prunes, c'est que comme il s'agit aussi dans ce livre de débattre avec Rancière, avec Laclos, avec Zizek, assez accessoirement pour moi avec Badiou, parce que ça ne m'intéresse pas tant que ça. Enfin, le programme ontologique, je trouvais très admirable, mais du point de vue de la politique, je pense que ça n'apporte pas énormément de choses. Avec, encore une fois, beaucoup de respect pour cette thèse-là, mais évidemment, tous les auteurs que je mentionne là sont tous des gars qui, d'une manière ou d'une autre, se sont confrontés à un moment avec Lacan. Bon, soit qu'ils lui empruntent des concepts explicitement, soit que ça passe par des circulations de schèmes plus ou moins directes. J'aurais pu ajouter aussi Derrida dans la génération antérieure, qui est aussi très important pour moi. Bon, alors pourquoi la topologie lacanienne? Je pense en particulier à la topologie borroméenne, celle des nœuds, donc qui a pour ce nœud à trois bandes, qui a pour propriété topologique de base de faire que quand vous coupez, vous dissociez un nœud, ou quand un nœud est détruit, les deux autres se séparent, et donc vous perdez l'intégralité de l'articulation du nœud. Qu'est-ce qui m'intéresse d'abord dans cette topologie, pour le dire en un mot? Eh bien précisément qu'elle conduit Lacan à reproblématiser la question du manque. Là où jusqu'au début des années 70, Lacan s'intéresse au manque comme pour son statut symbolique, et donc pour le type de signifiant électif qui peut inscrire le manque, alors ça sera le signifiant, ça sera le nom du Père, mais on pourrait dire que ça peut être le nom de Dieu, ou ça peut être le nom du peuple, le signifiant qui marque justement un manque de sujet de la politique. Dans la topologie borroméenne, il présente les choses de manière beaucoup plus pratique, d'une certaine manière, où la question du manque est moins celle du signifiant électif qui le marque que de l'opération qui permet de l'agir, d'agir ce manque. Ce
qui se représente dans la topologie borroméenne par l'opération même de faire un trou qui permet de constituer une bande. Bon. Et même de faire plusieurs trous en réalité. Hein. D'où la remarque que fait Lacan, où il dit que l'opération de faire un trou, c'est-à-dire cette opération topologique qui permet justement de faire passer quelque chose qui constitue un lien ou un nœud, non seulement est figurée et représentée figurativement par une bande, la bande du symbolique, mais en fait c'est une propriété commune aux trois bandes, puisque chacune des bandes en réalité doit être d'une certaine façon trouée pour permettre d'être reliée aux deux autres. Bon. Deuxième propriété topologique qui m'intéresse dans cette figuration, donc évidemment c'est une manière d'exciter pour moi l'imagination théorique. Hein. Je fais un usage très suggestif, disons, de la topologie borroméenne, ou très allusif d'une certaine façon. Hein. Je ne revendique pas du tout une rigueur sur cette propriété de cette typologie. Il suffit pour moi qu'elle se permette d'articuler des problèmes entre eux. Et le second problème que ça permet d'articuler, c'est précisément l'effet de défection du nœud et des opérations d'agrafe ou de réarticulation supplétive qui permettent de reconstruire un nœud. Là, ce que j'ai fait, évidemment, c'est le nœud borroméen idéal. C'est celui où les trois bandes sont nouées. Et donc, alors je n'aurai pas le temps de développer ce point-là, mais pour moi, le concept d'émancipation de Balibar, c'est un concept qui prend sens précisément dans une réarticulation de l'imaginaire et du symbolique. Parce que, aussi bien chez Laclos que chez Rancière, ou que chez Lefort, déjà, en réalité, c'est des choses qui se nouent dans la problématique de l'effondrement de la symbolique royale et l'avènement de l'institution symbolique démocratique des espaces sociaux chez Lefort, on a affaire à chaque fois à un même schème qui est la problématique d'un corps social fonctionnant comme un corps plein, c'est-à-dire comme un corps absolument scellé du point de vue de l'imaginaire. Tout le problème de la politique démocratique étant de réintroduire un opérateur symbolique qui permette de décompléter le corps imaginaire. Et chez chacun de ces auteurs, que ce soit chez Lefort, que ce soit chez Laclos ou chez Rancière, avec des attendus différents, mais il s'agit à chaque fois de faire jouer le nom du peuple, précisément comme cet opérateur symbolique qui permet de refaire un trou dans le corps de la communauté et de reproduire une sorte d'articulation entre l'imaginaire de la communauté et la symbolique de la politique, c'est-à-dire l'espace des affrontements discursifs entre des positions, etc. Donc, pour moi, la question de l'émancipation, telle que la formule Étienne, c'est un nouage de l'imaginaire et du symbolique. Le concept de transformation, il prend sens du point de vue topologique dans une réarticulation du symbolique et du réel. Le réel étant défini ici comme l'ensemble des rapports sociaux ou des conditions hétéronomes de la subjectivation politique. Et ce que Étienne appelle la civilité, c'est en fait un problème de réarticulation entre l'imaginaire et le réel. Compte tenu du fait que la face inverse de la civilité, c'est-à-dire là où la politique comme civilité manque, rejoint ce que Balibar appelle les situations d'extrême violence ultra subjective, quand en quelque sorte il n'y a plus que des imaginaires intraitables, et donc qu'une bande en quelque sorte qui fait une bande pleine sans coupure de l'imaginaire, et la violence ultra objective qui est le point où il n'y a plus que du réel hors sens, non symbolisable, non articulable, et ne laissant aucune prise à des remaniements des identités imaginaires. Bon. Donc pour moi, la question de la politique de la civilité, c'est exactement ce que Deleuze et Guattari théorisent sous forme de schizoanalyse. La schizoanalyse chez Deleuze et Guattari, c'est quoi? C'est une manière de couper un continuum möbusien entre du réel et de l'imaginaire. Donc réintroduire quelque chose comme du transfert qui permet de remanier des positions objectives et des positions identitaires. Là où, au contraire, il n'y a plus qu'une espèce de réel, comme une nécessité absolument inattaquable et impossible à déplacer, a fortiori à transformer, ou là où il n'y a plus que de l'imaginaire, absolument intraitable, impossible à déplacer par des jeux de désidentification et de réidentification. Alors, évidemment, j'ai présenté là le schéma idéal où il y aurait tout bien. Donc on aurait les trois concepts qui seraient opératoires en même temps, et puis notre petit sujet de la politique qui serait pris dans le nœud lui-même. Bon. Mais ça, c'est exactement le schéma, et Lacan, d'ailleurs, dit lui-même l'emprunter. Oui. C'est sujet. Oui. C'est le sujet de la politique dans la configuration idéale. Excuse-moi, Oui. la T, qu'est-ce que c'est? Le T, c'est transformation. Ah, ok. Voilà. C'est transformation, civilité, Oui. émancipation, c'est trois concepts de Balibar qui à chaque fois correspondent à des renouages deux par deux. Mais évidemment, s'il y a renouage, c'est parce qu'à chaque fois, il y a une bande qui s'est dissociée. Si on avait ce schéma idéal-là, on aurait exactement... Alors ça, le nœud borroméen, c'est un nœud qui était très utilisé par les théologiens au Moyen-Âge pour penser la Trinité. Je dirais que si ce nœud-là fonctionnait comme ça, on aurait des théologiens,
mais on n'aurait pas besoin de philosophie politique, et même on n'aurait même pas de problème politique. Donc les problèmes politiques et les problèmes pour la pensée politique viennent justement du fait qu'il y a une défection et qu'il faut repenser des jeux d'agrafes supplétifs pour chacun de ces nœuds. Alors, voilà, donc je vais m'arrêter là juste parce que je ne veux vraiment pas parler plus longtemps. Je pourrais juste dire peut-être un mot sur les enjeux, pour moi, ce que je viens d'évoquer très allusivement, sur la question de la civilité et la façon dont j'essaie de faire un enfant dans le dos à Balibar en reprenant son concept et en fait en l'identifiant purement et simplement à ce que Deleuze et Guattari appelaient la schizoanalyse d'abord, puis la micropolitique. Bon. Alors, peut-être... Bon, je trouve ce concept absolument passionnant, enfin, et la construction qu'a proposé Balibar pour penser les situations d'extrême violence, donc les situations qui sont une sorte de situations de négativité radicale produites par les espaces politiques eux-mêmes, mais qui détruisent la possibilité politique elle-même, hein, de l'intérieur, et donc ils font effectivement, comme le dit Balibar, que dans ces moments-là se révèlent comme des moments tragiques, hein, c'est un terme qui emprunte une inspiration qu'il veut weberienne dans ces cas-là. Bon. Alors dans ces situations-là qui révèlent le caractère de la politique comme institution sans fondement, hein, sans fondement, ça veut dire que la philosophie n'a pas à chercher un fondement, elle a à chercher justement les effets ou des espaces politiques eux-mêmes, des pratiques politiques eux-mêmes, en tant qu'institution sans fondement, et qui sont en même temps ces moments tragiques où en quelque sorte le sujet de la politique s'abolit en quelque sorte de l'intérieur, et qui explique que les espaces politiques soient, comme dit Balibar, précaires, hein, non pas rares ou non pas occasionnels, hein, suivant les terminologies adoptées par Badiou ou par Rancière, mais qui renvoient à une sorte d'occasionnalisme politique. Hein, chez Rancière, on voit très bien la façon dont les luttes politiques sont des luttes qui trouvent dans l'objectivité des occasions d'être activées. On pourrait dire en termes schmittiens, c'est du romantisme politique. Hein, si on pense à la façon dont Carl Schmitt définissait le romantisme politique comme une sorte justement d'occasionnalisme politique. Alors, chez Balibar, c'est pas du tout le cas là. Il y a une précarité, non pas une rareté, une précarité des espaces politiques, précisément parce que ce sont les espaces politiques et les pratiques politiques elles-mêmes qui génèrent les possibilités ou les risques extrêmes de leur abolition interne, en quelque sorte. Alors, moi, ce qui me paraît intéressant comme type de prolongement à tenter à partir des propositions de Balibar, c'est d'essayer de mieux définir, ou de définir, en fait, simplement, parce que lui ne le fait pas, des lieux, précisément, les lieux de la civilité. C'est-à-dire là où l'exigence de ce type de politique-là s'aiguise, là où l'urgence de ce type d'intervention politique s'accentue, hein, donc c'est forcément des situations d'urgence, bon, mais... ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas les anticiper ou penser des modalités de pratique concrète de la politique comme civilité dans des cas où, de toute façon, cette urgence est moins dramatique. Bon. Alors, il me semble qu'il y a au moins deux lieux où cette question de la civilité se pose urgemment. Le premier lieu, c'est ce que Étienne élabore par ailleurs, hein, autour de la question des différences anthropologiques. Bon. Soit la façon dont, dans sa réflexion à lui, l'universel démocratique, j'appelle l'universalité bourgeoise, à la fois libère des possibilités de politisation de la différence anthropologique elle-même, précisément parce qu'on a affaire à un type d'universalité intensive, ce qui fait que l'universel égalitaire, par exemple, peut être approprié par n'importe quel type de catégorie de populations ségrégées ou marginalisées, etc. Mais ce qu'il y a pour revers, hein, comme il l'explique très bien dans ses derniers textes, que c'est la face sombre de l'universel démocratique, disons, ou l'universalité civique bourgeoise, que ceux qui sont exclus de cette universalité politique-là tendent ipso facto à être exclus de l'humain comme tel. Bon. Donc c'est des points évidemment d'intensification de la violence subie par ces populations-là, et un point d'intensification ou d'urgence particulière de la politique. Alors, les différences anthropologiques qui sont travaillées dans cette perspective-là, on pense évidemment aux différences anthropologiques, les différences de genre ou les différences de sexe. Bon.
On pense aux différences, alors par exemple du manuel et de l'intellectuel, puisque Balibar essaie de placer d'une certaine manière cette différence-là sur le plan des différences anthropologiques ou des différences quasi-anthropologiques. Moi, je vois une différence anthropologique massive et qui est très discutée dans le champ des études coloniales et postcoloniales, qui est la différence de la vie et de la mort, qui renvoie à toutes les réflexions actuelles. Enfin, on peut penser aux travaux d'Achille Mbembe, mais on peut penser aussi à certaines réflexions de Judith Butler. On peut penser aussi aux réflexions de Derrida sur la spectralité. En amont, chronologiquement, avant les travaux que je viens de mentionner, il me semble que ces différents travaux mettent au cœur de la réflexion ces situations où le partage de la vie et de la mort passe sous la condition de la politique elle-même. Bon. C'est-à-dire que la possibilité même du travail du deuil, comme ce travail précisément à la fois subjectif, le plus intime, et en même temps le plus collectif, confère les réflexions de Butler sur les pratiques des nécrologies collectives après le 11 septembre, ces situations où le travail du deuil, c'est-à-dire ce travail précisément qui consiste à réintroduire de la distance ou réintroduire de la différence entre la vie et la mort, soit est détruit par certaines interventions politiques. Donc ça, vous avez les travaux, par exemple, dans les études postcoloniales sur les pratiques de pouvoir, ce que Mbembe appelle la nécropolitique, où les colonisateurs cassent, non seulement, évidemment, brisent des vies, exécutent des massacres de masse, mais en plus martyrisent les morts, exercent une destruction des morts par-delà leur mort. Rendant du coup impossible pour les vivants eux-mêmes de réintroduire de la distance, d'effectuer un travail de deuil, donc de réintroduire un partage. Qui produit quoi? Ça produit que vous fabriquez des vivants qui se vivent eux-mêmes comme déjà morts, et qui sont en état, en incapacité, du coup, de résister au pouvoir. On martyrise les morts comme s'ils étaient encore trop vivants, mais du coup on rend les vivants eux-mêmes déjà morts. Et donc ça appelle toute une réflexion sur la façon dont on peut contre-politiser le deuil, d'une certaine manière. C'est-à-dire réintroduire de la politique là où il paraît le plus difficile, justement, d'y mettre de la politique. Alors c'est une réflexion qu'on peut très bien aborder, par exemple, à partir de la question du native term, ou des travaux d'anthropologie politique, qui réfléchissent et qui analysent d'autres manières, qui sont à la fois des manières culturelles et politiques, d'effectuer le travail du deuil. Bon, et Maurizio mentionnait hier Viveros de Castro, il y a des remarques de ce point de vue-là très intéressantes. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans la pratique du deuil à partir du moment où le mort devient autre chose que de l'humain, quand les morts deviennent animaux, par exemple, deviennent une autre instance. Donc évidemment, toutes nos apories du deuil, telles qu'elles sont travaillées admirablement par Derrida, viennent du fait que le mort reste humain. D'où toute la problématique ou l'aporie de l'introjection et de l'incorporation, ou de la garde et de l'oubli et de la mémoire, dans toutes les apories, la spectralité qui travaille à partir d'Abraham et de Torah. Mais qu'est-ce qu'il a de bien si les morts deviennent autre chose, on dirait en termes deleuziens, deviennent animaux, ou deviennent plantes, et qu'est-ce que ça implique du point de vue politique? Donc je dirais, premier lieu de la civilité, la question de la nécropolitique. Deuxième lieu de la civilité, ce serait plus l'anthologie, la hantologie derridienne, ça serait la ontologie lacanienne, la question de la honte. Pourquoi? Parce que la question de la honte, évidemment, la situation extrême de vulnérabilisation qui appelle en même temps des formes de compensation impolitique, d'hystérisation des identités réactives, là où les blessures narcissiques sont extrêmes, là où les constructions moïques sont les plus fragilisées, et qui sont en même temps, évidemment, les moments où ces formes d'identification réactive ou compensatoire tendent à reconstruire un réel absolument intraitable. Donc c'est l'affect de la honte, à première vue, évidemment, l'affect le plus impolitique qui soit, le plus difficile à politiser, qui sont des moments justement où on subit l'extrême violence à la fois ultra-objective et ultra-subjective. Et ça rend d'autant plus intéressant les tentatives qui ont été faites ces dernières décennies pour essayer de penser quelque chose comme une politisation de la honte elle-même. C'est-à-dire d'essayer de réintroduire de l'ambivalence dans l'affect de honte pour penser la honte comme un affect politique, encore une fois un affect d'extrême vulnérabilisation,
du sujet, mais aussi un affect qui permet de se déprendre par rapport à certaines constructions identitaires ou certaines constructions moïques. Et ça, vous l'avez, alors c'est pas de ma faute, hein, c'est comme ça, mais c'est Deleuze qui est le premier à l'avoir fait. Dans ses travaux autour de Primo Levi, autour de Genet, en partant de textes magnifiques de Guattari, et de Laurence d'Arabie, qui lit comme un grand écrivain de la honte. C'est intéressant, c'est à chaque fois des figures, aussi bien Genet que Laurence d'Arabie, figures évidemment à la fois de grands engagés politiques, de grands écrivains, et en même temps des gens qui ont fui l'Occident. Donc c'est du point de vue-là des lignes de fuite en quelque sorte pour sortir du cadre européano-centré. Et puis c'est des recherches que vous avez dans les études de genre et dans les queer studies. Ou par exemple dans les queer studies, en particulier dans la réflexion sur les performances SM, les performances sadomasochistes, vous avez toute une réflexion sur la façon dont on peut essayer de performer la honte pour remanier les articulations de l'érotique, de ce qui relève de la libido, du désir, y compris du désir sexuel, et de la politique elle-même, dans les formes de construction du corps, dans les formes d'exposition du corps au regard de l'autre, à la fois, et qui touche aussi évidemment les problématiques qui ont été travaillées dans les études postcoloniales, où le regard du colon est évidemment à la fois un regard archi-violent, archi-racialisant, discriminant, et en même temps un regard archi-érotisé sur le corps du colonisé ou décolonisé, et eux, des femmes, etc. Bon, mais ça vaut aussi pour l'érotisation du corps du colonisé masculin. Et donc, ça serait d'une certaine manière... Balibar ne s'est pas prononcé sur cette chose-là quand je lui ai soumise. Peut-être ça lui a paru un peu étrange de mobiliser les performances sadomaso pour illustrer la civilité. Mais ça me paraît vraiment des situations, justement, où on pourrait faire jouer sa catégorie, parce que ce sont des situations d'extrême violence, où justement le nouage du libidinal et du politique peut devenir littéralement intraitable, y compris pour les sujets qui exercent le pouvoir ou cette violence. Bon. Donc voilà pour vous donner quelques aperçus. Alors voilà, encore une fois, je m'en excuse, très, très elliptique, parce que je dispose des choses comme ça sans pouvoir les développer davantage, mais pour vous donner un type voilà, une idée du type de problème qui m'intéresse et qui me chiffonne, disons. Voilà.